Louise Michel, Voltairine de Clercq, Emma Goldman, Pierre-Joseph Proudhon, Buenaventura Durruti, Ricardo Flores Magón. Les figures de l'anarchisme ont écrit, voyagé et semé la pensée libertaire. Les grandes vagues de migration qu'il avait déjà portées vers les États-Unis d'Amérique l'ont aussi amené dans les contrées les plus reculées du globe. En Palestine ou en Égypte, parmi la diaspora juive ou dans les communautés indiennes, aux confins du continent africain, comme dans tout l'Orient et jusque dans l'empire du soleil levant, les anarchistes sont partout. Au début du XXe siècle, tout semblait donc aller pour le mieux dans le meilleur des mondes libertaires possibles. L'anarchisme était à ce point devenu un élément du paysage social qu'on pouvait voir des révolutionnaires arborer leur drapeau noir sur les toutes nouvelles cartes postales. Et quand ils étaient arrêtés, c'était seulement déguisés en nourrices pour les besoins d'une production comique des frères Pathé. Comble de l'ironie, en 1910, Armand Fallières, le nouveau président de la République française, pouvait même se rendre en personne à Besançon pour inaugurer en grande pompe, avec Marseillaise et défilé des gardes suisses, une statue monumentale à la gloire du père de l'anarchisme, Pierre-Joseph Proudhon. Mais dans la coulisse, la condition des travailleurs reste très difficile. Et devant l'imminence d'un conflit mondial, la nécessité d'un grand changement se fait plus que jamais ressentir. Et c'est ainsi que, de France au Mexique et d'Espagne en Ukraine, dans une période pleine de bruit et de fureur, les anarchistes vont essayer de détruire une fois pour toutes le vieux monde. Ce n'est pourtant pas avec une révolution que le XXe siècle libertaire commence. Ni en 1907, à Amsterdam, lors de ce congrès international où la crème de l'anarchisme mondial était parvenue à se mettre plus ou moins d'accord sur la nécessité d'organiser le mouvement en fédération nationale capable de répondre à la mobilisation en cas de guerre par la grève générale et l'insurrection. Mais le XXe siècle libertaire commence bien plutôt de manière spontanée à une date indéterminée, en des lieux oubliés, avec ces femmes et ces hommes d'un genre nouveau qui créent l'un des autres grands courants du mouvement anarchiste, l'individualisme. Descendants des Lumières et héritiers du romantisme, les individualistes sont les enfants terribles de leur temps. Ils lisent Nietzsche et Stirner, prônent une objection de conscience généralisée et entendent mener immédiatement, en rupture avec les principes autoritaires en cours dans la société, une existence pleine et entière. C'est des gens dont j'ai examiné les trajectoires cas par cas. Et ce qu'ils veulent, c'est pouvoir travailler de leurs mains, mais aussi de leur tête, enfin, être des hommes complets. Ils veulent avoir la vie bonne, ce qu'ils estiment être la vie bonne, et ce qui est très loin de la vie facile, hein, d'ailleurs, aujourd'hui, maintenant, ici et maintenant. Ce désir global de changement qui conduit les individualistes à rejeter le travail, la famille, la patrie, tous les fondements de la morale bourgeoise, les amène à proposer des alternatives de vie. Et ces pratiques nouvelles qu'ils inventent alors font d'eux aussi de vrais révolutionnaires. Ça va concerner absolument tous les aspects de la vie, la sexualité, l'éducation, les vêtements, donc ils vont prôner la nudité, les femmes vont abandonner le corset, les chapeaux, tous les vêtements contraignants. À la place du mariage, ils vont préconiser l'union libre, ou alors certains, l'amour libre. Et éventuellement plural, il n'y a pas d'inconvénient à aimer plusieurs personnes à la fois, et pour les femmes et pour les hommes. Enfin ça c'est la doctrine, bien sûr dans les faits, il y a beaucoup de grincements de dents et de souffrances. Bien qu'ils soient individualistes, ces anarchistes ne s'en regroupent pas moins. Et à défaut de changer le monde, ils décident de changer l'univers. Ils créent dans les villes des Athénées libertaires ou des colonies agricoles à la campagne. Et partout, ils partent mettre en cohérence leurs idées et leurs actes, comme ici, en Palestine, où les anarchistes juifs fondent Degania, la mère de Kibbutzim. Mais c'est surtout en Amérique latine que de véritables villes libertaires voient le jour. Il y a la Nouvelle-Australie où s'installa notamment Mary Gilmore, ou encore la Colonia Cecilia, fondée au Brésil par Giovanni Rossi et un groupe d'anarchistes italiens, dont il ne reste qu'une seule image.
Pendant 4 ans, ces libertaires abolissent les hiérarchies, la religion et l'argent, s'organisent en conseil, s'aiment librement et chantent des chansons. Terra di ladri, coi miei compagni vado in esilio e tutti uniti a lavorare formeremo la colonia sociale e tu borghese ne paghi il fio, tutto precipita, re patria e Dio e l'anarchia forte e gloriosa e vittoriosa trionferà, si trionferà. Mais l'anarchie ne triomphe pas, et ces colonies, véritables contre-sociétés qui devaient être le germe du monde nouveau, ferment les unes après les autres. Certains individualistes se disent alors que si pour changer la société, il faut bien changer l'individu, pour changer l'individu, il faut reprendre le mal à la racine. Or, selon eux, l'école bourgeoise inculque dès l'origine aux enfants des valeurs autoritaires et centralise tous les dispositifs de pouvoir. Il faut donc s'y attaquer et y porter la révolution. Ils se font alors éducationnistes réalisateurs et conçoivent des pédagogies nouvelles où l'antique paideia se mêle aux principes libertaires. La tâche de l'anarchiste, c'est d'être un éducateur. C'est-à-dire, il faut en quelque sorte faire l'homme nouveau avant de faire la société nouvelle. Il y a une très grande exigence d'élévation intellectuelle, sensorielle, physique même. Il ne néglige aucun des aspects de la vie. Des expériences de nouvelles formes d'éducation fleurissent aussitôt à travers le monde. La ruche de Sébastien Faure ou l'orphelinat de Sampuy de Paul Robin. Mais l'une des plus complètes est l'école moderne, fondée en Espagne sur des principes anti-autoritaires par Francisco Ferrer. Francisco Ferrer was an important anarchist pedagogue who started something called the modern school movement. And the idea was to bring secular, non-religious education to children, but also to adults. Tried to create an equal relationship between the teachers and the students, where the students could choose what they wanted to learn. C'est une éducation intégrale, c'est-à-dire qu'elle doit être à la fois manuelle et intellectuelle. L'enfant doit savoir à peu près tout faire. Elle est fondée exclusivement sur l'usage de la raison, c'est-à-dire on ne veut rien imposer à l'enfant de l'extérieur. Nous ne craignons pas de le dire. Nous voulons faire des hommes dont l'indépendance intellectuelle sera la force suprême, qui ne se soumettront jamais à rien, capables de discerner ce qui est bon et qui aspireront à vivre 1000 vies en une seule. La société craint de tels hommes, et il ne faut pas attendre d'elles qu'elles soutiennent jamais une éducation capable de les produire. C'est ça qui est fascinant quand on lit les anarchistes sur l'éducation, et à mon avis, c'est parmi les rares théoriciens de l'éducation qui sont conscients de ça, ils se méfient d'eux-mêmes. Ils ont une telle méfiance à l'endroit de l'autorité illégitime, y compris en éducation, que leur réflexion sur l'éducation comporte une profonde réflexion sur les risques d'endoctrinement que portent leurs projets. Alors vous allez lire des mots presque, je cite presque textuellement, « Rappelons-nous toujours que nous ne voulons pas faire de bons petits anarchistes. Méfions-nous toujours de notre propre pouvoir sur les enfants. Nous tentons de faire des hommes libres. Il se pourrait qu'ils pensent autre chose que nous plus tard. C'est à ça qu'on reconnaîtra qu'on a véritablement fait des hommes libres. » Ces écoles laïques et libertaires, où les enfants posent en cagoule, suscitent bien sûr le fantasme, et leur succès inquiète autant le clergé que la bourgeoisie. Il faut arrêter au plus vite Francisco Ferrer, leur fondateur qui s'est pourtant toujours opposé à toute forme de violence. Une occasion est trouvée au cours de la semaine tragique de Barcelone de l'inculper à tort. Il est très vite visé par la répression, qui en 1909 l'accuse d'avoir fomenté la grève générale de Barcelone et le condamne à mort. Il va y avoir une solidarité internationale qui va se développer sur tous les continents, aux États-Unis, en Australie, en Europe, dans toutes les grandes villes d'Europe. Il y aura des manifestations pour empêcher l'exécution, il y aura des pétitions, il y a même des gouvernements qui vont intervenir pour demander au gouvernement espagnol de l'épargner, mais Ferrer est exécuté. Et alors, quelques heures après son exécution, des foules se rassemblent partout dans les grandes villes, mais notamment à Paris. L'émeute parisienne sera la plus spectaculaire de toutes, le 13 octobre 1909 exactement. Il va y avoir une émeute d'une intensité extraordinaire. Les terrassiers, qui sont vraiment la fleur du prolétariat de cette époque, arrivent, piochent à l'épaule, dépavent
les avenues, mettent à nu les conduites de gaz, les percent, les enflamment. Paris est transformé en brasier. L'assassinat de Ferrer par la justice espagnole, qui provoque les échauffourées les plus violentes depuis la Commune, a ses équivalents dans le monde entier. Il y aura celui de Kotoku au Japon quelques mois plus tard, ou ceux de Sacco et Vanzetti aux États-Unis d'Amérique, qui déclencheront tous d'immenses mouvements de solidarité internationale. Devant cette violence d'État qui frappe des humanistes innocents, de nombreux libertaires ressortent les armes et attaquent la société dans ce qu'elle a de plus cher. Partisans du vol, qu'ils préfèrent nommer expropriation, reprise individuelle ou banditisme révolutionnaire, afin de précipiter en Europe une révolution qu'ils ne voyaient plus venir, ces anarchistes s'en prennent partout à la propriété. Et avec eux, le braquage se changeait soudain en stratégie révolutionnaire. Quale misterioso motivo non devo assaltare una banca? Espropriare una banca e prendere i soldi dalla banca per finanziare la rivoluzione. Dopo i modi, i tempi di questo esproprio, cerco di non ammazzare la vecchietta che è dentro la banca, questo è un altro discorso, ma l'idea di una radicale lotta al capitalismo, che in questo caso significava espropriare le banche, per un rivoluzionario era niente di scandaloso. Aperta la parentesi, lo faceva anche Stalin in Russia. Tous les révolutionnaires s'y mettent en effet, mais ce sont les anarchistes qui systématisent ces tactiques et associent momentanément leur nom au plus grand braquage de l'époque. Il y aura Buenaventura Durruti, le plus grand terroriste d'Espagne, avant de devenir le leader de la révolution anarchiste en Catalogne, qui met à sac, avec les Solidarios, une partie de l'Europe et de l'Amérique latine. Il y aura Severino Di Giovanni, l'ennemi public numéro 1 argentin, qui réalisera le vol le plus important jusqu'alors de l'histoire de son pays. Il y a en Ukraine Nestor Makhno qui, au sein de l'Union des laboureurs pauvres, exproprie et redistribue les biens confisqués. Mais en France, c'est Marius Jacob qui œuvre au sein de la bande des travailleurs de la nuit qui marque alors les esprits. C'est quelqu'un de très bien organisé, très doué pour cette activité. Marius Jacob, il cambriole des commerces, des églises, bien sûr, des particuliers riches, mais dans la mesure du possible, sans violence aucune, et même avec une certaine élégance, puisqu'il peut laisser des petits messages ironiques à destination de ceux qu'il a cambriolés. Oui, je vous ai volé un mouchoir de poche d'une valeur de 250 francs. Un mouchoir de 250 francs. N'est-ce pas une insulte à la misère ? Marius Jacob, l'anarchiste cambrioleur, qui, bien qu'ayant commis plus de 500 cambriolages, gardait pour lui juste de quoi vivre, servira de modèle à Maurice Leblanc pour concevoir son personnage d'Arsène Lupin. Mais l'État, qui veut envoyer un message aux anarchistes tentés par l'illégalisme, l'arrête et, malgré ses bons mots, lui applique un châtiment exemplaire. Lui qui n'avait jamais versé le sang est condamné à la guillotine sèche des travaux forcés à perpétuité au bagne de Guyane. Pour les bandits révolutionnaires, le signal est clair. Puisque le pouvoir envoie à la mort même des innocents, il vaut mieux tuer avant que d'être tué. En 1911, c'est à Londres que se déroule la première grande confrontation entre bandits révolutionnaires et forces de l'ordre. Pendant plusieurs heures, au cours de ce que l'histoire de l'anarchisme a retenu sous le nom de bataille de Stepney, un siège a lieu au Sentinel Street. À l'aube, le quartier est entièrement bouclé. 2 anarchistes retranchés dans une petite maison opposent une résistance farouche à plus de 800 policiers et membres de la garde écossaise. Les opérations sont dirigées par le ministre de l'Intérieur, un certain Winston Churchill, que l'on voit ici à gauche, en haute forme. Ne parvenant pas à les déloger, Churchill fait donner l'artillerie et incendie la maison. Les 2 révolutionnaires meurent brûlés vifs. Les actualités ont envoyé leurs caméras et une foule considérable s'est massée pour assister au spectacle. Mais était-il ici, parmi les curieux, ce jeune mécanicien dont la légende dit qu'il était à l'époque le chauffeur à Londres de Conan Doyle? Un fait est sûr, c'est en revenant en France l'année suivante qu'il décide de passer à l'action en formant une bande dont le nom va bientôt faire trembler l'Europe, la bande à Bono. Les bandits tragiques, je préfère cette appellation, parce que premièrement, c'est pas une bande soumise à l'autorité d'un chef, et si chef il y avait, je vois pas pourquoi ce serait Bono plus qu'un autre. Ils sont des militants anarchistes, des militants individualistes, convaincus, avec un passé de lutte derrière eux, comme le jeune Octave Garnier, par exemple,
qui a été emprisonné à la suite d'une grève de terrassiers, durement frappé par la police, et qui a trouvé dans l'individualisme ce qu'il cherchait, finalement. Austères doctrinaires dont la vie est exemplaire, ces hommes ignorent le tabac, l'alcool, le jeu et le bordel. Ils fréquentent le journal L'Anarchie, dirigé par Victor Serge. Mais c'est grâce à leur connaissance de la mécanique qu'ils vont d'abord entrer dans l'histoire en étant les premiers à utiliser la voiture pour commettre leur braquage. Leurs prises sont bien maigres et ne permettent pas de financer la révolution. Mais leurs attaques se caractérisent par une violence indiscriminée. Sur leur passage, le nombre de morts explose. Leurs têtes sont mises à prix. La presse offre une prime de 100 000 francs à qui permettra leur capture. Les toutes nouvelles brigades du Tigre se mettent à leur trousse. Mais loin d'avoir peur, les bandits défient la société. Et Octave Garnier va même jusqu'à écrire aux responsables de la 3e brigade, dite brigade des anarchistes. Je sais que cela aura une fin. Dans la lutte qui s'est engagée entre le formidable arsenal dont dispose la société et moi, je sais que je serai vaincu. Je serai le plus faible. Mais j'espère vous faire payer cher votre victoire. Ça se termine par un siège qui oppose des hommes seuls à une troupe d'1 millier d'hommes, hein, avec 10 000 spectateurs autour, d'ailleurs, venus assister à la lie de ces hommes traqués. Ils se battent comme des lions jusqu'au bout, toute la nuit, comme la petite chef de M. Seguin avec le loup, avec aucune chance de s'en tirer, et ils le savent. Hein. Et c'est ça qui fait d'eux, je dirais, des sortes de propagandistes par le fait. La geste des bandits tragiques s'achève le 28 avril 1912 dans la proche banlieue de Paris. Ici aussi, les actualités sont conviées au spectacle. Une fois n'est pas coutume, c'est la police qui pose des bombes. Les opérations terminées, les corps des anarchistes sont exposés comme autant de trophées de chasse. Cette affaire marque les esprits et signe momentanément la fin du banditisme révolutionnaire en France. Bonneau, comme nombre d'illégalistes, devient peu à peu une figure controversée, tantôt rejetée, tantôt réintégrée dans la mémoire anarchiste au gré des périodes et des nécessités. Plutôt que de considérer les gestes de la bande à Bonneau comme étant un véritable mouvement de protestation, si on veut, moi personnellement, je pencherais plutôt pour l'hypothèse que c'est la manifestation d'un échec. C'est-à-dire que ce sont des épisodes qui peuvent attirer une espèce de curiosité morbide, mais en fait, en réalité, restent des épisodes marginaux. Et en ce qui concerne la bande à Bonneau, c'est de la marginalité d'un groupement qui était marginal. Le battage médiatique fait autour de la bande à Bonneau permet surtout à l'époque de disqualifier le mouvement anarchiste dans ses efforts pour empêcher la guerre. Car devant les démonstrations de masse que firent les libertaires aux côtés des autres socialistes, par exemple ici, au Pré Saint-Gervais près de Paris, ou avec la Semaine rouge d'Ancône en Italie, où Malatesta était parvenu à étendre la grève générale aux marches en Romagne et jusqu'en Toscane, les impérialismes craignaient plus que tout que les travailleurs du monde parviennent à s'entendre. Ils avaient réactivé les lois scélérates et rempli des fichiers, comme en France, le sinistre carnet B, dans lequel étaient répertoriés les noms des révolutionnaires qui devaient être arrêtés en cas de conflit. Mais grâce à la peur fabriquée avec l'affaire des bandits tragiques et devant le choc provoqué par l'assassinat à Sarajevo de l'archiduc François Ferdinand, l'État n'avait pas eu besoin d'y recourir. Et avec la mort de Jean Jaurès, même des figures de l'anarchisme comme Kropotkin finissaient par se rallier à l'Union sacrée. Et alors que l'Europe allait entrer dans une guerre qui tuera des millions de travailleurs, c'est au Mexique que l'anarchisme inspire, sans que l'on s'en souvienne toujours, la première grande révolution libertaire. It's hard to understand why the Mexican Revolution doesn't have the same importance attached to it as the Russian Revolution or the Chinese Revolution, but it was the first major revolution of the 20th century. The Mexican Revolution begins at the end of 1910. And in its early stages, 1910, 1911, 1912, one of the factions, the major factions fighting within the Mexican Revolution, was the Partido Liberal Mexicano, the PLM.
which is led by the Magón brothers, Enrique and Ricardo Flores Magón, who are Mexican anarchists in exile in the United States when the revolution breaks out. Flores Magón et ses camarades ont un rôle fondamental. En étant les précurseurs de ce mouvement révolutionnaire, ils ont quand même créé les conditions de la révolution. Ils ont été un aiguillon permanent, on va dire, pour toutes les autres factions révolutionnaires. C'est-à-dire qu'ils ont toujours poussé, par leur propagande, à radicaliser les positions des autres factions. Magón pensait en fait que la révolution mexicaine était le premier acte de la grande conflagration mondiale qui n'allait pas tarder à arriver. C'est-à-dire que la révolution mondiale libertaire était, selon lui, sur le point d'éclater. Le Parti libéral mexicain, qui est à l'origine de la révolution, n'a de parti et de libéral que le nom. Mais il est bel et bien une organisation anarchiste, comme en témoigne son manifeste programme, rédigé par Ricardo Flores Magón. S'il s'inscrit dans la plus pure tradition libertaire, ce n'est pas seulement parce qu'il prône l'action directe, c'est aussi et surtout parce qu'il appelle à une vaste réforme agraire. Car il faut se souvenir que depuis l'origine, le mouvement anarchiste est le seul courant du socialisme à accorder un rôle moteur à la paysannerie dans le processus révolutionnaire. C'est d'ailleurs ce qui explique son succès dans un Mexique encore très agricole. Et cette conception s'est diffusée. Elle inspire les trois autres organisations révolutionnaires de masse que sont au sud l'armée insurrectionnelle d'Emiliano Zapata, au centre, dans la capitale, la maison de l'ouvrier mondial, et au nord, l'antenne que les IWW ont ouverte au Mexique. Et le slogan que Flores Magón et les anarchistes du PLM apposent au bas de leurs écrits est repris par ces mouvements et devient le mot d'ordre de toute la révolution. Terre et liberté. They said to the peasants, grab a Winchester in hand and take the land because it belongs to you. You don't have to wait for the working class to develop. The peasants could have their own revolution. Magón confiait en fait dans la spontanéité du peuple en armes. C'est-à-dire que c'est par l'insurrection armée, par la lutte à mort contre le système, qu'on pourra instaurer la société libertaire. Ces appels aux armes résonnent d'autant plus fort ici qu'au flanc des Sierra Madre ou sur les hautes terres du Chiapas, la paysannerie vit depuis 400 ans dans des conditions de misère extrême. L'évangélisation, l'encomienda et la variole ont fait leur œuvre. Les peuples natifs ont été presque entièrement exterminés. Le ventre de la Pachamama est quotidiennement souillé et le sous-continent entier est saigné, humilié et corrompu. Placés sous la coupe d'une poignée de latifondistes qui possèdent toutes les terres, l'écrasante majorité des travailleurs survit sans perspective d'amélioration. Le quotidien de ces hommes et de ces femmes, c'est l'illettrisme, la famine et la maladie, le labeur acharné sous un soleil de plomb qui brûle le celluloïd et les peaux, avec les cris et les coups, pour encouragement, et la spoliation comme seule récompense. Le moindre geste de révolte est puni par le fouet et toute tentative de fuite, comme au temps de l'esclavage, par la mort. In 1911, the Magóns organize an invasion of northern Mexico, of Baja California. There's a group of around 50 Italian anarchists from the United States and Canada who crossed the border to join the PLM's forces. There are dozens of members of the IWW. There are African-American radicals who join. There's at least one Chinese partisan. They invade the city of Mexicali in northern Mexico, seize it from federal troops, maintain control of it, and then they also seize Tijuana. And for a period of a few months, they control this area of northern Mexico. La petite armée du PLM, soutenue par les IWW et emmenée par le général Mosby que l'on voit ici sur son cheval, ouvre les prisons et fait flotter le drapeau noir sur la commune Terre et Liberté. Les libertaires du monde entier s'enthousiasment. Emma Goldman participe à des meetings. Kropotkin fait la première théorie de la guerre de guérilla. Jack London publie un recueil de nouvelles. Aux États-Unis, en Argentine, à Cuba, au Portugal, en Italie, partout la presse anarchiste se passionne pour cette insurrection mexicaine qui va peut-être renverser le vieil ordre. En ces temps où les chansons parlaient encore de la vie des hommes, Joe Hill, émigré suédois et troubadour révolté, l'une des grandes figures des IWW,
vient participer à l'insurrection à la manière de ce que l'on appellera plus tard les brigades internationales. Should I Ever Be a Soldier, le morceau qu'il compose alors témoigne en musique de cet engagement et appelle les autres travailleurs à le rejoindre dans la lutte. Join the army of the toilers, men and women fall in line. Wage slates of the workers, do your duty for the cause for land and liberty. It's the first time that anarchists see a situation in which there is an army under anarchist leadership taking steps to implement libertarian communism. That's the express goal of the PLM, is to create a new anarchist society in Mexico, and then from there to spread the revolution to North America and to the rest of the world. So anarchists, not just in the United States, but in Europe, people like Peter Kropotkin as well, view the Mexican Revolution in its early years as potentially an anarchist revolution in the making, and the very first one. Mais pris en étau entre les contre-révolutionnaires mexicains d'un côté et les armées yankees de l'autre, la lutte est trop inégale. Les communes sont reprises, les révolutionnaires mexicains sont fusillés et les étrangers capturés sont regroupés dans des camps à la frontière. Mais s'ils ont perdu une bataille au nord, les anarchistes n'ont pas perdu la guerre. Et les espoirs de Flores Magón peuvent venir se placer au sud, dans une armée hirsute et rebelle, conduite par un général charismatique. Depuis le début, Ricardo Flores Magón considère que Zapata, même s'il ne se dit pas anarchiste, finalement agit de fait dans la pratique comme un anarchiste et que les troupes zapatistes d'eux-mêmes. Parce que il s'empare des terres sans rien demander, sans attendre une quelconque législation, et les répartir entre eux. Emiliano Zapata, que representa a los pueblos originarios, recibió influencia del Partido Liberal Mexicano y los hermanos Flores Magón y otros dirigentes del partido tuvieron una simpatía enorme por el movimiento zapatista. L'armée zapatiste, qui rassemble près de 28 000 combattants au plus fort de la Révolution, mène une véritable guerre de guérilla dans les États du Sud. Au fur et à mesure de son avancée, elle redistribue les terres, fait même battre sa monnaie et parvient aux portes de la ville de Mexico. La révolution libertaire serait-elle sur le point de triompher en Amérique latine? Là, les populations en liesse qui assistent au défilé des troupes révolutionnaires ne savent pas encore que Mexico va devenir le théâtre d'un funeste malentendu. Un malentendu entre anarchistes des villes et anarchistes des champs, entre ouvriers et paysans, qui va peser lourd dans l'histoire du mouvement libertaire. Car la capitale mexicaine est alors aux mains de la Maison de l'Ouvrier mondiale, la grande organisation urbaine et anarcho-syndicaliste, forte, dit-on, de 50 000 hommes. Les ouvriers de Mexico et des villes considèrent plutôt les masses paysannes comme réactionnaires. Et ils considèrent que finalement, le monde nouveau, il ne pourra pas sortir de masses paysannes arriérées, c'est eux qui le disent, mais plutôt de l'avant-garde ouvrière éclairée. Los zapatistas llegaron con todos sus escapularios, sus medallones de la Virgen de Guadalupe. Reacción de los anarquistas de México capital, decir, pero estos están influenciados por el catolicismo, es decir, están manipulados. En lugar de pensar en la práctica de estos campesinos, ¿qué hacían? No iban a rezar, iban con sus armas a tomar la tierra. Es decir, se comportaban como anarquistas militantes, mientras que los militantes anarquistas muy intelectuales los veían como, empleando el cliché marxista, lacayos del capital o lacayos de la iglesia. Es decir, un desencuentro entre parte del movimiento anarquista mexicano y el zapatismo. You had this terrible break in 1916 between where the leadership of the COM decided to form red battalions to attack the Zapatistas. This was clearly a class betrayal.
Ayant perdu tout repère, les ouvriers des bataillons rouges se changent en auxiliaires de l'armée bourgeoise. Et grâce à eux, les contre-révolutionnaires font tomber sur les populations une répression aveugle. À Tlaltizapán, où les zapatistes avaient installé leur état-major, 268 paysans sont massacrés, parmi lesquels 112 femmes et 42 enfants. Comme un chant du cygne, Ricardo Flores Magón publie un manifeste aux anarchistes du monde entier et aux travailleurs en général. Mais les seuls à l'entendre sont les autorités nord-américaines qui l'arrêtent et le condamnent à finir ses jours dans une prison de haute sécurité. Et Zapata lui-même finit par tomber dans un guet-apens. This internal war between different progressive factions is really what helped throttle the anarchist content of the revolution at what should have been its peak. Malheureusement, finalement, il n'y a pas véritablement de réflexion qui va être menée sur l'analyse et les causes de l'échec des anarchistes pendant la Révolution mexicaine. Et donc, c'est vrai que par la suite, le Parti libéral, Flores Magón, tombe un petit peu après dans l'oubli. Les anarchistes mexicains n'ont en effet pas le temps de s'apitoyer sur leur sort, ni de tirer des leçons. Mais si la révolution mexicaine tombe dans l'oubli, c'est aussi parce que les libertaires européens sont alors au plus dur de la Première Guerre mondiale. Et ils se désintéressent d'autant plus du sort de cette si lointaine insurrection qu'en 1917, aux portes de l'Europe, un vent révolutionnaire s'est levé qui souffle de Russie. À l'Est, soudain, quelque chose de nouveau. En 1917, première révolution russe en février, le tsar se carapate, il y a une certaine démocratie qui s'instaure et des soviets, conseils ouvriers, des usines qui se reprennent par les anarchistes, trouvent ça formidable. Journée de 8 heures, abolition de la peine de mort, liberté d'opinion et de conscience. Dans un premier temps, la révolution russe s'attaque aux injustices et donne tout le pouvoir aux soviets. Dans cette immense Russie, où l'on rend hommage à Tolstoï, où l'on érige un monument à la gloire de Bakounine et où l'on offre à Kropotkin des ministères, les anarchistes ont tout pour croire que l'anarchie, ici, enfin, est en train de triompher. The beginning of the Russian Revolution helped reinvigorate the anarchist movement because it was the kind of revolution, it seemed, that they advocated, a spontaneous insurrection. L'immense majorité d'entre eux a accueilli comme quelque chose d'extrêmement positif le fait que quelque part dans le monde, il se trouve que c'était en Russie, des hommes, des femmes se lèvent pour dire que c'en était fini du pouvoir d'autrefois. Dans un premier temps, les anarchistes pensent qu'il y a effectivement une possibilité de voir naître en Russie, enfin, un véritable pays communiste. J'allais dire État, non pas un État, ils n'en veulent pas d'un État, mais un pays qui en quelque sorte se serait de lui-même transformé en société communiste. Partisan du communisme libertaire. Et oublier la bataille entre Marx et Bakounine au sein de la Première Internationale, il voit alors dans les bolcheviks des révolutionnaires avec lesquels, malgré des désaccords sur les méthodes, il est possible de s'associer pour créer ensemble le monde nouveau. Anarchists in Russia have been active partners with the Bolsheviks and with the socialist revolutionaries and others in helping to overthrow the Tsar, in organizing Soviets and factory committees. L'enthousiasme des libertaires russes s'explique alors aussi par le fait que Vladimir Ilyich Ulyanov, dit Lénine, n'est pas considéré à cette époque comme un marxiste dogmatique ou un aspirant despote. Son parti ne s'appelle pas encore communiste. Le premier traité politique qu'il a écrit s'intitulait « Que faire ?», par référence au roman du libertaire russe Tchernychevski. Il s'est enfin opposé à l'Union sacrée et a fait preuve d'un antimilitarisme qui a pu séduire la masse des libertaires. Mais pour les anarchistes russes, Lénine est encore et surtout le petit frère d'Alexandre Ulyanov, un propagandiste par le fait, pendu en 1887 pour avoir préparé un attentat contre le tsar. Cette généalogie glorieuse, ajoutée à ces gages libertaires, les conduit à penser que Lénine pourrait avoir pour eux des sympathies. Et la publication en pleine année 1917 de son livre « L'État et la Révolution »
semblent confirmer ces hypothèses. Надо понимать, что на каком-то этапе Ленин начал высказывать довольно радикальные, несвойственные ортодоксальным марксистам идеи о продолжении революции в России, то есть о свержении Временного правительства, о переходе к социализму. Это были не ортодоксальные мысли марксиста, и он в это же время довольно активно критикует идею государства, он в какой-то мере протягивает руку анархистам. Nous ne sommes pas en désaccord avec les anarchistes quant à l'abolition de l'État en tant que but. Nous affirmons que pour atteindre ce but, il est nécessaire d'utiliser provisoirement les instruments et les procédés du pouvoir d'État contre les exploiteurs. Mais nous nous assignons comme but final la suppression de l'État. Et Lénine assume en plus en disant on va nous accuser d'être des anarchistes en disant ça, mais quand bien même, je préfère être accusé d'être anarchiste maintenant que d'être confondu avec des sociodémocrates qui participent à des gouvernements de l'Union sacrée. Et donc ça va entretenir l'illusion des deux côtés que en fait bolcheviques et anarchistes visent le même objectif. Et ont grosso modo les mêmes méthodes d'action sur le terrain et ne seraient séparés que par des méthodes d'organisation interne. Cette illusion d'une convergence des points de vue et d'une similarité des objectifs est encore accentuée en octobre quand Lénine met en œuvre une stratégie directement inspirée des anarchistes lors de la prise du Palais d'Hiver. Pour les anarchistes qui y prennent part, c'est leur grand soir à eux qui est arrivé. È chiaro che accende delle speranze incredibili. Lo stesso Malatesta all'inizio vede con simpatia la rivoluzione russa, all'inizio. Lo stesso Kropotkin che era a Londra ritorna in Russia, perché spera che la rivoluzione prenda una piega libertaria. Et avec Emma Goldman, des quatre coins du monde, les anarchistes affluent pour participer à la révolution russe. Des organisations libertaires tiennent rapidement le haut du pavé, comme à Moscou, où la Fédération des groupes anarchistes contrôle une partie de la ville. Mais c'est en Ukraine que le mouvement libertaire va montrer son potentiel, grâce à un jeune paysan, descendant des Cosaques Zaporog, qui, en prenant la tête de l'insurrection au nord de la Crimée, devient l'une des grandes figures de l'anarchisme au XXe siècle. Makhno era un contadino, di origine di estrazione veramente contadino, intelligentissimo, con un grande talento militare che riesce a organizzare in Ucraina, una parte dell'Ucraina, ma poi in realtà quasi tutta l'Ucraina, una insurrezione popolare di tipo contadino, creando tentativi di comunità anarchica, ma dando l'idea che sia possibile un'avanguardia rivoluzionaria che non si costituisce in partito. Depuis quelques mois, en effet, partie de Goulaï et Polier dans les plaines fertiles d'Ukraine, la Makhnovtchina, armée insurrectionnelle qui porte le nom de son organisateur, sème la révolution sur son passage. Milice anarchiste et paysanne, elle s'est donnée pour emblème un drapeau noir portant un crâne et des tibias croisés, sous lesquels il est écrit « Mort à tous ceux qui s'opposent à la liberté des travailleurs ». Au fur et à mesure de son avancée, la Makhnovtchina, comme jadis les légions de Spartacus, prend les villes et étend jour après jour son influence. Фактически в пике своего развития Махновщина контролировала территорию, где жили десятки и сотни тысяч человек. Это было сравнимо с территорией среднего европейского государства. When they seized a city, the first thing they did was open the jail and release all the prisoners. They redistributed food and whatnot amongst themselves and the population. They drew up plans for collective ownership of farms and factories. В Махновской армии была выборность командиров. Части Махновской армии, они формировались и в основном из добровольцев, то есть те местные сообщества, которые понимали необходимость защиты своей земли, своей свободы с помощью народного вооружения, они посылали добровольцев в армию. Они предоставляли армии лошадей, тачанки, продовольствие. Formar un ejército que va a tener hasta 40.000 hombres, con todo el servicio que supone un ejército, es decir, servicio de intendencia, de enfermeras, servicio médico, en algún momento tienen un tren también, un tren blindado.
Un train blindé comme celui de Trotsky, mais sur le leur il est écrit « Anarchie ». Il permet à celui que ses partisans surnomment Batko Makhno, petit père Makhno, et dont voici les seules images filmées, de transporter sa cavalerie depuis Goula et Polier jusqu'à Alexandrovsk, Kharkov et même jusqu'aux portes de Kiev, d'un bout à l'autre d'un front qui s'étend sur plus de 1000 kilomètres. Ces troupes peuvent ainsi mener une véritable guerre de harcèlement sur les flancs des forces contre-révolutionnaires de Petliura et à l'arrière des terribles armées blanches du général Denikin. Et en ce mois d'octobre 1919, deuxième anniversaire de l'insurrection, alors que pour les bolcheviks tout semble perdu, Makhno et les anarchistes sauvent la révolution russe. Ya parte de la población y parte de los bolcheviques estaban pensando en la retirada. O sea, eso es un ejemplo de eficacia de Makhno que no se quedó en su, digamos, terruño, sino que fue capaz de ver el interés general, es decir, salvar la révolution. C'est à ce moment-là son heure de gloire au début 1919, et il fait la jonction avec l'armée rouge, et une jonction volontaire des deux côtés, immortalisée devant les caméras, avec Dybenko, un bolchevique impressionnant par sa carrure, Makhno est tout petit à côté. Voilà, donc on voit un peu les deux conceptions de la révolution, une conception bolchevique assez rigoriste, et puis Makhno qui à l'époque ressemble encore à un dirigeant un peu, un révolutionnaire romantique. Mais à Moscou, où Lénine vient de décréter le communisme de guerre, on commence à voir d'un mauvais œil les actions des anarchistes et les critiques qu'ils formulent déjà depuis le cœur même de la nouvelle capitale à l'égard de la dictature sur le prolétariat. For most other anarchists, that is the signal that the Bolsheviks are not true revolutionaries, that they are not interested in the well-being of the working masses, that they are not friends of the anarchists or anyone else who is not a Bolshevik. On est vraiment dans un moment où les bolcheviks, qui à l'origine représentent un groupe révolutionnaire parmi d'autres, se retrouvent à la fois isolés politiquement et à essayer de stabiliser leur pouvoir, donc en éliminant les groupes qui possèdent les mêmes groupes militarisés qu'eux. Donc c'est un peu à celui qui va gagner sur les autres. Face aux critiques, Trotsky, qui vient de prendre la tête de l'armée rouge, décide, c'est son expression, de débarrasser la Russie des anarchistes avec un balai de fer. Mais il faut auparavant fabriquer le consentement. Conscients du potentiel d'une nouvelle arme de propagande de masse, les bolcheviks se mettent alors à produire pour le tout jeune cinéma des films dénonçant les risques de la désorganisation petite bourgeoise et le péril noir de l'anarcho-banditisme. Вон тот помахивает черным флагом. Нет, отнюдь не идейные борцы. Comme c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe, point de révolution dans la communication. Les bolcheviks redessinent à gros traits les images éculées de la presse bourgeoise européenne et font le portrait des libertaires en agents provocateurs, avinés, incendiaires et écrasés. Là, il y a une véritable rupture qui est réalisée entre les anarchistes et les bolcheviks, qui vont devenir très vite les adversaires les plus dangereux du mouvement anarchiste que le mouvement anarchiste ait pu connaître. Mais en 1921, quand Kropotkin meurt, le pouvoir décide soudain d'organiser des funérailles nationales. Les bolcheviks auraient-ils quelques remords? Toutes les caméras du pays sont mobilisées pour saisir cet hommage rendu par la Révolution à l'un des pères de l'anarchisme. Emma Goldman, que l'on voit ici, prononce même son éloge funèbre. Poi quando muore nel 21, molti anarchici sono già in galera e il partito bolscevico fa questo gesto di liberalità e libera per un pomeriggio, per una giornata, questi anarchici che vanno al funerale, ce ne sono migliaia. E poi però li mette in carcere. Ces mesures sont d'un cynisme extrême. Le régime bolchevique, c'est le pays du mensonge déconcertant. Alors d'un côté, on salue un grand homme russe, tous les cas de figure, et d'un autre, on prend des mesures contre ses idées. À peine la cérémonie terminée, sur ordre direct de Lénine, le poète libertaire Lev Tcherny et la militante Fanny Baron sont fusillés dans les caves de la prison de la Tchéka,
en compagnie de cette hôte aux anarchistes. Et dans les semaines qui suivent, les bolcheviks décident de purger les 2 derniers foyers d'anarchisme d'Union soviétique. L'Ukraine bientôt, mais d'abord Kronstadt, où les marins, surnommés jadis gloire et honneur de la Révolution, se sont mis en commune. Pour le comité central, la menace est trop proche et le symbole trop dangereux. Malgré les propositions de médiation d'Emma Goldman, Trotsky fait donner l'armée rouge qui écrase la petite île sous les bombes. La fin de la répression de l'insurrection de Kronstadt en 21, c'est le 18 mars 21. Ça correspond à la fois au congrès du parti bolchevique et à la date anniversaire de la Commune de Paris. Donc là, en termes symboliques, c'est énorme de bout en bout. Au printemps 1921, il ne restait plus que la Makhnovtchina pour s'opposer aux bolcheviks. Aux rives de la mer Noire, c'est dans les vapeurs d'alcool et les danses cosaques que l'armée anarchiste, qui ne devait pas connaître la célèbre formule inspirée de l'Énéide « Timeo bolchevico et dona ferentes », je crains les bolcheviks, surtout dans leurs offrandes, est décimée par l'armée rouge. Una gran parte de la caballería y de los oficiales makhnovistas estaban con el ejército rojo cerca de Sebastopol. Hicieron como un banquete para festejar la victoria y aquí, leninismo muy bien organizado. Durante la noche, todos los oficiales makhnovistas fueron fusilados. Последние страницы махновской эпопеи, они гораздо более трагичные, то есть это уже борьба отрядов идейных махновцев, но довольно отчаянная борьба и зачастую уже борьба без надежды на успех, а просто как бы борьба загнанных раненых зверей. Опыт русской революции был довольно катастрофическим, то есть в результате него перестало существовать анархическое течение как бы в России в целом. Его последние представители были уничтожены либо в лагерях Сталина, либо умерли в эмиграции. Mais l'exécution ou la déportation des anarchistes dans les îles Solovki avait aussi et surtout pour objectif de réduire les libertaires au silence. Car au moment même où il essayait de faire croire au monde ouvrier que le socialisme se construisait à l'intérieur de ses frontières, le pouvoir bolchevique ne pouvait prendre le risque que des témoignages de révolutionnaires de premier plan déchirent le voile des illusions des travailleurs. C'est la raison pour laquelle ces assassinats se sont doublés d'une censure totale de la parole des anarchistes. Et à partir de ce jour, et plus encore avec la prise de pouvoir de Staline, pour lequel, comme en témoignent ses écrits de jeunesse, l'anarchisme était une préoccupation de longue date, l'historiographie marxiste a passé sous silence le rôle joué par les libertaires dans la révolution russe. Et il a fallu des années pour qu'à l'Est, comme dans toute une part de l'Occident, les nouvelles générations puissent entendre la critique totale du régime soviétique, formulée en premier par les anarchistes. The anarchists were the first to raise this critique of the fact that this would in fact be state capitalism, that the state would become the sole landlord, the state would become the sole capitalist, and this would not in fact change capitalist relations with the working class at all, other than the fact that the working class really would then have nowhere to hide. Sinon nulle part où se cacher, c'est que dans l'immédiate après-guerre, la bourgeoisie capitaliste a elle aussi partout réprimé les tentatives révolutionnaires des anarchistes avec une barbarie qui n'a rien à envier au châtiment bolchevique. Comme en Allemagne, où les meneurs libertaires de la République des Conseils de Bavière, Erich Mühsam, Ernst Stoller, Ret Marut, sont emprisonnés, pourchassés ou lynchés par la foule comme Gustav Lendauer, dont les autorités laissent le corps pourrir durant plusieurs jours dans la rue pour l'exemple. En Bulgarie, l'insurrection du 23 septembre 1923, qui entendait établir un gouvernement de travailleurs et de paysans, se conclut par une terreur blanche où le roi très orthodoxe Boris III s'est, dit-on, fait présenter sur un plateau la tête de Georges Tchaitanov, le jeune théoricien de l'anarchisme bulgare. La semaine tragique, qui, quant à elle, vient mettre fin aux espérances soulevées par les grandes manifestations de la Fora en Argentine, trouve sa réplique en Colombie lors du massacre des Balanerais, quand la United Fruit Company assassine des centaines d'anarcho-syndicalistes.
Ces vagues de répression déferlent jusqu'en Chine, où le mouvement du 4 mai 1919, inspiré par Liu Shifu, le premier anarchiste chinois, est cassé par les seigneurs de guerre. Un jeune instituteur, pris en place Tiananmen à Pékin, un certain Mao Zedong, assiste à la répression brutale des étudiants et en restera longtemps marqué. Cette terreur de l'anarchisme fait trembler jusqu'aux pentes du mont Fuji, où le pouvoir impérial japonais fait arrêter et battre à mort Sakae Osugi et Itonoe, mais aussi leurs neveux de 6 ans, dont les corps méconnaissables seront jetés au fond d'un puits. Sans oublier l'Italie, qui était parvenue au bord de la Révolution. Le capitalisme rétablit ici aussi son ordre et accomplit ainsi la prophétie de Malatesta, que l'on voit à gauche harangler la foule. La bourgeoisie fera payer par des larmes de sang les tentatives révolutionnaires des prolétaires. Oui, partout où l'anarchisme a tenté de faire triompher ses idées, ses militants ont été arrêtés, persécutés et assassinés. Même aux États-Unis d'Amérique, autre terre historique de l'anarchisme, le mouvement révolutionnaire est combattu. Et cette lutte va atteindre l'un de ses points culminants avec la condamnation à mort de 2 innocents. Car notre sang bleu est noir, notre drapeau rouge est noir, notre étoile jaune est noire, notre vie en rose est noire. Oui, notre sang bleu est noir, notre drapeau rouge est noir, notre étoile jaune est noire, notre vie en rose est noire. Oui, notre sang bleu est noir, notre drapeau rouge est noir, notre étoile jaune est noire, notre vie en rose est noire. Black, 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 et on fait bloc.